Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. C'est une région fascinante, pleine de dynamisme, mais aussi pleine de défis. On y voit une croissance économique assez explosive qui se frotte à une fragilité financière, disons, surprenante. Alors comment on navigue entre ces deux extrêmes? Allez, on décortique ça ensemble. On commence avec un chiffre qui plante le décor. 1 800 milliards de francs CFA. C'est la somme colossale des nouveaux crédits qui ont été injectés dans l'économie de la zone UMOA en une seule année. On parle d'une machine du financement qui tourne vraiment à plein régime, qui alimente les entreprises, les ménages, bref, ça, c'est le visage de l'opportunité. Mais il y a toujours un mais. Derrière cette croissance effrénée, il y a une autre réalité. 9,3%. Ça, c'est le pourcentage moyen des prêts qui risquent de ne jamais être remboursés. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a une expansion économique très rapide face à une fragilité qui est bien réelle. Voilà le cœur du risque. Alors voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder cette région de contraste. Puis, on va zoomer sur la santé du système bancaire, le prix de la dette des États et la réaction du marché boursier. Et on terminera avec une sorte de guide pratique pour l'investisseur. C'est parti. Donc on attaque avec cette idée de région de contraste. D'un côté, un véritable boom du crédit, de l'argent qui circule, et de l'autre, une fragilité qui grandit. C'est vraiment cette tension-là qui définit toute l'économie de la zone UMOA, et c'est la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Bon, juste un petit point pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Le risque de crédit, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. C'est la part des prêts accordés par les banques qui ont un vrai risque de ne pas être remboursés. On peut voir ça comme un thermomètre qui mesure la fièvre du système bancaire. Si le taux est bas, tout va bien. S'il grimpe, c'est un signal d'alarme. On enchaîne donc avec la santé du système bancaire. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont solides, on peut construire dessus. Si elles sont fragiles, tout le reste est en danger. Alors, quel est le diagnostic pour la zone UMOMA? Et ce graphique, il est sans appel. Sur les 8 pays de l'Union, il y en a seulement 2 dont le système est considéré comme sain, avec un risque de crédit sous la barre des 5%. 2 sont en zone de vigilance, et le reste, c'est-à-dire la moitié des pays, 4 sur 8, sont carrément dans la zone de risque élevé. Ça nous montre que la fragilité, ce n'est pas juste un petit problème isolé, c'est une caractéristique majeure de la région. Maintenant, si on rentre dans le détail, c'est encore plus frappant. Ce tableau nous montre un fossé immense. D'un côté, on a des pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire qui affichent une solidité assez remarquable. Et de l'autre, regardez la Guinée-Bissau et le Niger. Là-bas, près d'un crédit sur 3 est en péril. On ne parle plus d'un simple écart, c'est un véritable gouffre. Et c'est ça qui définit la dynamique de la zone. Troisième point, le prix de la dette souveraine. Parce que, évidemment, cette fragilité des banques, elle a une conséquence directe. Elle finit par contaminer la perception du risque des États eux-mêmes. C'est logique, non? Si les banques d'un pays sont faibles, prêtées à son gouvernement, ça devient tout de suite plus risqué. Et ce risque, eh bien, il a un prix. Et là, ce graphique, c'est l'illustration parfaite de cette fracture. Regardez la différence. Pour emprunter de l'argent sur 3 ans, la Côte d'Ivoire paie un taux de 6,89%. Le Niger, lui, doit offrir plus de 10%. C'est un écart de plus de 3 points de pourcentage. C'est juste colossal comme différence. C'est le prix, très concret, du risque tel qu'il est perçu par les investisseurs. Du coup, on se retrouve avec un marché de la dette qui fonctionne un peu à 3 vitesses. On a d'abord les émetteurs premium, comme la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a une zone intermédiaire où on trouve le Sénégal et le Burkina Faso, avec un risque et des coûts modérés. Et enfin, on a les pays sous pression, comme le Niger et la Guinée-Bissau, qui eux payent le prix fort pour se financer. Allez, on passe au 4e point, les chocs et le marché boursier. Après avoir vu les banques et les États, on va descendre sur le terrain des entreprises. Comment la bourse régionale, la BRVM, arrive à naviguer dans cet environnement si complexe? Pour comprendre la bourse, il faut d'abord se mettre une idée en tête. La baisse n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un accident. Non, c'est le rythme normal du marché, c'est son pouls. C'est souvent dans ces phases de correction que la volatilité se transforme en opportunité, pour ceux qui savent vous regarder. Prenons un exemple très concret pour illustrer ça. Imaginez le scénario, fin février 2026, escalade d'un conflit géopolitique au Moyen-Orient. A priori, un événement qui n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, et bim, l'impact est immédiat, flambée des prix de l'énergie. Le baril de Brent, la référence, atteint 83 $. Et cette onde de choc mondiale va se propager jusqu'à la bourse d'Abidjan. Et là, c'est fascinant de voir la réaction quasi instantanée à la BRVM. Les actions du secteur de l'énergie, comme Vivo Énergie ou les filiales de Total Energies, s'envolent littéralement. Pourquoi? Parce que les investisseurs anticipent que la hausse des prix du pétrole va faire grimper leurs profits. C'est bien la preuve que même un marché régional est totalement connecté aux dynamiques mondiales. Bon, on a vu les banques, les États, les entreprises. Maintenant, comment on assemble toutes les pièces de ce puzzle? C'est notre dernier point, un cadre stratégique, une sorte de manuel pour naviguer sur ce marché.
L'idée, c'est d'avoir une approche structurée. D'abord, on analyse les fondations, la santé des banques, pays par pays, c'est la base. Ensuite, on évalue le risque souverain en regardant le prix de la dette. Troisièmement, on ne panique pas quand la bourse baisse. On essaie de comprendre si ce sont des cycles qui créent des opportunités. Et enfin, on garde toujours un œil sur les chocs mondiaux parce qu'ils créent des vagues qui finissent toujours par atteindre la région. Et tout ça nous amène à la question centrale, finalement. Sur un marché aussi contrasté, aussi complexe que celui de l'UMOA, est-ce que le risque est juste une menace qu'il faut fuir? Ou est-ce que c'est en réalité une opportunité? Une opportunité qui serait simplement vendue à prix réduit? La réponse, comme toujours, elle appartient à celles et ceux qui font l'effort de l'analyse. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Un marché boursier qui semble en pleine effervescence, mais aussi des tensions internationales, des risques financiers un peu cachés. Bienvenue dans ce décryptage des signaux du marché ouest-africain. On a d'un côté des tensions au Moyen-Orient qui font grimper le pétrole et de l'autre des fragilités qui apparaissent dans le système bancaire de la région. Et pourtant, la bourse, elle, affiche une santé de fer. Alors comment tout ça s'articule? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la réaction du marché local, il faut d'abord, et c'est logique, regarder un peu ce qui se passe à l'échelle mondiale. Tout a commencé fin février. Les tensions en Moyen-Orient ont atteint un niveau assez critique. Et le point chaud, le point névralgique, c'est le détroit d'Ormuz. Faut savoir que c'est un corridor par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Donc forcément, la moindre perturbation là-bas a des conséquences immédiates et globales. Et la conséquence la plus directe, eh bien la voici. Le prix du baril de pétrole Brent a bondi pour atteindre 83 $. C'est son plus haut niveau récent. C'est vraiment une réaction mécanique à l'incertitude et au risque qui pèsent sur l'approvisionnement mondial. Et cette flambée des prix, bien sûr, a un effet immédiat sur la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le secteur de l'énergie, hop, il a progressé de plus de 4% en une seule journée. On voit des titres comme Vivo Énergie ou Total Énergie Sénégal qui profitent directement de ce contexte. C'est l'exemple parfait de l'interconnexion des marchés. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte mondial, passons aux conditions financières internes de la région de l'UMOA. Parce que, évidemment, un choc externe ne frappe jamais un terrain totalement neutre. Et ça, c'est un point crucial. Il faut bien comprendre que ce choc pétrolier, il arrive dans un contexte régional qui est déjà complexe, avec des défis financiers qui sont bien identifiés. Regardez ce graphique, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a des pays comme la Guinée-Bissau ou le Niger qui affichent des niveaux de risque de crédit extrêmement élevés, on frôle les 30%. Et de l'autre, la Côte d'Ivoire qui se situe à un niveau bien plus sain, bien en dessous de la moyenne régionale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce chiffre? Un risque de crédit de 29% comme on le voit en Guinée-Bissau, ça veut dire que près d'un prêt bancaire sur 3 est en danger de ne pas être remboursé. C'est un indicateur clé de la fragilité potentielle du système bancaire de ces pays. Et cette perception du risque, elle a un coût très concret. Il suffit de regarder les rendements des obligations d'État à 3 ans. Pour prêter au Niger, les investisseurs exigent un rendement de plus de 10%, alors que pour la Côte d'Ivoire, c'est moins de 7%. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un marché à 3 vitesses, où la confiance, eh bien, elle se paie au prix fort. Alors passons maintenant au cœur du puzzle. La performance de la bourse elle-même, la BRVM. Comment est-ce qu'elle réagit au jour le jour face à ces tensions externes et ces fragilités internes? À première vue, on pourrait se dire que tout va pour le mieux. Depuis le début de l'année, l'indice principal de la bourse, le BRVM Composite, a enregistré une performance assez spectaculaire, plus de 21%. Ça ressemble à un signal de très grande confiance, n'est-ce pas? Et pourtant, si on zoome sur la seule séance du 3 mars, une contradiction saute aux yeux. D'un côté, le nombre de titres échangés a chuté de près de 38%, mais en même temps, la valeur totale de ces transactions a augmenté de plus de 21%. En gros, moins d'échanges, mais pour plus d'argent. C'est curieux. La question est donc posée. Comment interpréter ces deux signaux qui, a priori, semblent aller dans des directions complètement opposées? En fait, la réponse se trouve dans un phénomène qu'on appelle la rotation sectorielle. L'argent sort de certains secteurs, comme les services financiers, probablement en réaction au risque bancaire qu'on vient de voir, et il se dirige massivement vers le secteur de l'énergie, qui lui est porté par la crise géopolitique. Les investisseurs ne se retirent pas du marché, ils réallouent leurs paris. Tout ça nous amène à nous placer du point de vue de l'investisseur. Face à cet environnement qui est à la fois complexe et volatile, quelle est la bonne attitude à adopter ? Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. La volatilité et les corrections, ce ne sont pas des anomalies. Ça fait partie du jeu, du fonctionnement normal d'un marché. Ce sont même des moments clés. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il va y avoir des baisses, il y en aura, mais plutôt de savoir comment y réagir de manière intelligente sans céder à la panique.
Alors il y a 3 grands principes qui guident les investisseurs expérimentés. D'abord, accepter que le marché bouge, c'est normal. Ensuite, faire la différence entre le prix d'une action à un instant T et sa valeur réelle, fondamentale. Et enfin, troisièmement, avoir confiance dans le fait que les cycles finissent toujours par se retourner, transformant les corrections d'aujourd'hui en opportunités de demain. Allez, pour finir, synthétisons un peu tout ça pour en tirer les principaux enseignements dans cette situation de marché si particulière. Alors, où est-ce qu'on peut chercher ? Eh bien, les sources suggèrent plusieurs pistes assez objectives. D'abord, les titres qui connaissent une baisse ponctuelle mais qui restent dans une tendance de fond positive. Ensuite, les secteurs qui sont portés par le contexte global, on l'a vu, comme l'énergie en ce moment. Ou encore les sociétés qui semblent tout simplement sous-évaluées par rapport à leurs concurrents. Mais l'élément essentiel, et c'est vraiment le fil rouge de cette analyse, c'est la capacité à connecter les points. À comprendre comment une crise à des milliers de kilomètres peut influencer la valeur d'une entreprise locale, en passant par l'analyse de la solidité financière de toute une région. C'est ça, la clé. Et on va terminer avec cette pensée qui est très puissante. À une époque où finalement tout le monde a accès plus ou moins aux mêmes données, la vraie valeur ajoutée, ce n'est plus l'info elle-même. C'est la capacité à l'analyser, à la connecter et à en tirer une lecture pertinente. C'est là que se fait toute la différence. Merci d'avoir suivi ce décryptage.